Bonjour tout le monde et bienvenue au webinaire du Center for Humanitarian Leadership sur la consolidation du leadership humanitaire des acteurs locaux en Afrique de l'Ouest et du Centre. Je m'appelle Michael Barrett et je suis le chargé de communication au Center for Humanitarian Leadership sur les cursus francophones du Centre. On va attendre quelques instants avant de lancer la discussion parce qu'il y a beaucoup d'inscrits, même beaucoup qui sont arrivés ce matin même. On a quelques centaines de personnes qui sont inscrites pour le webinaire et je vois que vous arrivez petit à petit à vous connecter. Donc, avant de démarrer, je vais demander à mes co-chairs, co-modérateurs de se présenter, Rachel, Justine et Yann. Over to you, Rachel. OK, bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Merci beaucoup, Michael, pour toute l'organisation. Donc, je m'appelle Rachel, je suis la directrice adjointe au Centre du leadership humanitaire. C'est mon plaisir d'être avec vous aujourd'hui. À toi, Justine. Bonjour à toutes et toutes. Mon prénom est Justine et je suis la directrice du DESLH, donc du diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire au CHL. Et moi aussi, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vois qu'on est déjà très, très nombreux et je fais un petit clin d'œil à tous les étudiants ou anciens étudiants que je vois déjà connectés. Un vrai plaisir de vous retrouver ici et je suis sûre qu'on va passer 1h30 très riche ensemble. Je te passe la parole, Yann. Bonjour, je suis très heureux d'être ici. Moi, c'est Yann Duterte, donc le directeur de Bioforce Afrique, et enchanté de pouvoir participer avec le CHL à ce webinaire. À très vite. Merci Yann, Rachel et Justine. Alors moi, je vais juste faire quelques notes de, comment on dit en anglais, housekeeping, juste des points logistiques. Vous allez entendre des discussions sur de divers participants dans ce webinaire que nous allons vous introduire, vous présenter dans quelques instants. Mais lorsque vous avez des questions, on va vous demander de ne pas lever la main. Je ne sais même pas si vous avez cette option dans votre Zoom, mais de plutôt écrire vos questions, s'il vous plaît, dans la partie Q&A. Vous devrez avoir un petit bouton en bas. Si vous pouvez mettre vos questions dans la partie Q&A et non pas dans le chat, comme ça on peut recenser toutes les questions dans le Q&A, ce sera super pratique. Merci beaucoup. Ce webinaire live en ce moment le jeudi 6 juillet, mais il sera aussi diffusé sur le channel YouTube du Center for Humanitarian Leadership et aussi sur le site web du CHL, sur les pages francophones du centre. Voilà, donc Center for Humanitarian Leadership.org, vous pourrez le trouver tous là-bas. Je vais maintenant passer la main à Rachel qui va vous expliquer pourquoi on est là et comment on y est arrivé. Merci Rachel. Merci beaucoup, Michael. Donc, oui, ici au Centre du leadership humanitaire, on veut vraiment travailler pour un monde humanitaire plus diversifié, qui reconnaît vraiment l'action des personnes touchées par les crises, mais aussi qui favorise la répartition du pouvoir, la justice sociale et l'équité. Donc, on veut ensemble remettre en question ce système actuel dans lequel on travaille toutes et tous, en encourageant la diversité de points de vue et des modes de pensée novateurs. On veut créer des espaces de réflexion et de changement continu afin d'améliorer notre travail, mais aussi le système dans lequel on travaille. Donc, aujourd'hui, nous sommes ensemble pendant une petite heure et demie pour nous consacrer à cette interrogation sur, OK, comment est-ce que nous pouvons tous mieux appuyer un leadership humanitaire localisé et inclusif? Donc, d'où est-ce que cette idée est venue? En fait, on a eu au mois de mars une conférence sur les enjeux de la localisation de l'aide humanitaire en Afrique de l'Ouest et du Centre. On a eu des participants, je crois qu'il y en a pas mal d'entre vous qui étaient là avec nous, des participants de profils variés, par exemple des ONG internationales, ONG nationales, société civile. Et nous avons débattu un peu où est-ce qu'on en est et quels sont les enjeux de localisation actuelle.
L'objectif de cette rencontre était vraiment d'essayer de voir, OK, quelles seront les conditions et les solutions qui nous semblaient appropriées dans un objectif de leadership humanitaire plus localisé et inclusif. Donc, cette même thème est d'établir une charte de la localisation pour consolider toutes les idées qui étaient partagées dans un document de référence pour nous permettre de les partager avec tout acteur humanitaire dans la région, pour ensuite voir ensemble comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre toutes ces bonnes idées pour l'amélioration de la localisation. Donc, quels sont les 4 thèmes qui ont été abordés et qui ensuite font partie de cette charte dont je parlais? Donc, premièrement, les 4 thèmes du charte même, c'était la consolidation du leadership humanitaire des acteurs locaux, l'amélioration de l'accès aux ressources financières et humaines par les organisations locales, la promotion de la sûreté, sécurité et duty of care pour les acteurs locaux avec un accent mis sur ceux qui travaillent dans des contextes difficiles d'accès, et quatrièmement, la promotion de la redevabilité et le respect du DIH, du droit international humanitaire. Aujourd'hui, dans ce webinaire, on est là pour essayer de valider avec vous ce projet de charte en confirmant la pertinence de la première de ces 4 thèmes, donc la consolidation du leadership humanitaire des acteurs locaux. Là, Michael vous a mis sur l'écran les 4 sous-sessions, sous-thèmes que nous allons aborder aujourd'hui, avec des intervenants magnifiques de divers ONG locales et internationales. L'objectif sera, avec vous tous, d'établir vraiment quelles sont les prochaines étapes pour vraiment concrètement mettre en place des meilleures actions pour avoir un leadership humanitaire localisé. Donc, vraiment, merci beaucoup et bienvenue. C'est une belle opportunité pour nous d'écouter des perspectives diverses à ce sujet. Et je vous invite et je vous remercie à l'avance de toute votre énergie dans la discussion d'aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais peut-être donner la parole à la directrice du diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire, Justine, si j'ai bien... Ouais, merci Rachel. Avant de se lancer dans les débats et les discussions que Rachel vous a introduits, je voulais profiter de l'occasion pour vous parler pour vous donner 3 petites nouvelles, grosses nouvelles, 3 infos qu'on voulait vous partager ou repartager. La première, comme vous le savez, au CHL, on publie chaque mois un article dans le cadre de la revue Le Leader Humanitaire. Donc ça arrive depuis 3 ans. Les excellentes nouvelles pour notre communauté humanitaire. On t'a perdu un petit peu le son là. Quelque chose est arrivé avec ton micro. Vous m'entendez? Mieux là, oui. Oui, ok, super. Donc, je vous disais juste que le Leader Humanitaire, c'est une revue qui est publiée par le CHL depuis maintenant 3 ans, mais que la bonne nouvelle pour nous, francophones, c'est que la revue est maintenant bilingue depuis février dernier. Et que je voulais donc juste toutes et toutes vous inviter à aller consulter cette page et à ne pas hésiter à nous contacter si vous avez des articles qui dorment dans un tiroir et que vous souhaiteriez publier ou dont vous souhaiteriez discuter le contenu avec nous. Sachez que ce sont des revues qui ne sont pas revues par les pairs, des articles qui ne sont pas revus par les pairs et qu'on est évidemment ouvert à toute proposition sur les thématiques de leadership. L'idée de cette revue est en fait qu'on puisse partager des idées, qu'on puisse partager des débats à l'écrit, des choses qui peuvent vous interroger dans le milieu humanitaire à l'heure d'aujourd'hui. Donc ça, c'était la première bonne nouvelle de cette année 2023. Ça fait déjà 5 mois, mais l'aventure continue et je voulais vous la repartager aujourd'hui si vous n'étiez pas encore au courant. La deuxième superbe nouvelle, c'est comme vous le savez, je pense que la plupart d'entre vous connaissez le CHL grâce au DESLH, le cours au diplôme d'études supérieures en leadership humanitaire.
qui était jusqu'à aujourd'hui la seule formation francophone que le CHL proposait en partenariat avec Action contre la faim. La bonne nouvelle du jour, c'est qu'on va vous proposer une nouvelle offre de cours, des cours qui auront un autre format. Alors, comme toujours, il s'agit de cours de leadership humanitaire, donc ça c'est vraiment important d'insister là-dessus. On est au Center for Humanitarian Leadership, donc on reste avec ce focus de leadership humanitaire, mais il s'agit cette fois de formations qui sont plus courtes, donc des formations de 8 semaines, et qui vont s'adresser à des tranches de la population humanitaire différentes. Et en l'occurrence, je voulais vous annoncer aujourd'hui que nous allons commencer un cours de 8 semaines à la fin du mois, donc le 27 juillet prochain, un cours de 8 semaines qui se fera en ligne et qui se terminera par 3 jours d'unités intensives, de sessions intensives d'apprentissage qui se passeront à Dakar les 11, 12 et 13 septembre prochains. Je vais pas vous donner beaucoup plus d'informations aujourd'hui parce que je pourrais vous en parler pendant un quart d'heure. Sachez juste que c'est une formation qui s'adresse à des gens qui ont moins de 2 années d'expérience dans le milieu humanitaire et qui souhaitent acquérir des compétences pour mieux comprendre et naviguer, se déplacer un petit peu dans ce milieu humanitaire qui est en l'occurrence plutôt neuf pour eux, en développant notamment des compétences de leadership. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur notre page web ou n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à ce propos. On n'hésitera pas non plus à vous partager des informations à ce propos. Et la troisième superbe nouvelle, qui sera pour le mois d'octobre, je vais te laisser la parole, Yann, pour que tu en parles beaucoup mieux que moi. Je t'en prie. Merci Justine. Rebonjour à tout le monde. Oui, donc cette année, c'est une année un peu particulière. Donc, Bioforce va fêter ses 40 ans et on le fêtera à Dakar. C'est vraiment dans le cadre de l'agenda de la localisation. On enfonce un petit peu le clou dans la planche sur la localisation. En effet, on organise dans le cadre de nos 40 ans une semaine donc avec un campus éphémère qui se déroulera au niveau du Gordiarama à Dakar et une grande conférence sur la localisation qui aura lieu donc le 25 octobre, toujours au Gordiarama, auquel participera bien entendu le CHL. Nous aurons l'occasion de discuter durant cette conférence, qui est une conférence qui regroupera des acteurs nationaux, internationaux, que ce soit ONG, organisations internationales, partenaires techniques et financiers. On discutera tous les enjeux de la localisation et nous aurons aussi l'occasion, au travers de cette conférence, de lancer le premier fonds de financement direct localisation des ONG pour le Sahel, une initiative qui est supportée par la coopération monégasque et j'aurai l'occasion de plus vous en parler au travers de communication à l'avenir. Et je remercie le CHL de nous donner l'occasion de communiquer sur cet événement et nous comptons sur vous et votre présence et votre participation. Merci. Merci Yann. Et alors, si vous demandez pourquoi Yann est sur cette conférence de CHL, alors pour ceux qui étaient présents à Dakar lors de la conférence sur les enjeux de la localisation, vous vous souvenez, Yann était présent et à un moment donné, il s'est levé, il a dit c'est bien toutes ces discussions, mais admettons que c'est beaucoup de blabla et on parle depuis des années sur ces questions, mais on n'avance pas. Alors, on a invité Yann, on lui a dit, mais là, justement, c'est le but aujourd'hui, c'est de poser toutes ces idées, ces réflexions communes lors de la conférence ensemble avec tous les participants. Elle est posée sur une charte, mais cette charte, il faut qu'on le travaille, il faut qu'on le valide. Et donc, les derniers 2 mois, enfin, mois à peu près, 6 semaines, les 8 participants que vous allez entendre maintenant, qui vont présenter leur travail, ils ont beaucoup travaillé. Et avec Yann et Justine et moi, on a commenté, on a regardé toutes ces réflexions. Et donc, on a demandé à Yann aussi de participer, comme c'est un expert sur la localisation et quelqu'un qui est franc-parleur et qui aime bien commenter. On a dit, mais ce sera parfait d'avoir Yann pour aussi co-chair cette webinaire et entendre ses réflexions également. Donc, vous allez entendre, après les présentations, les 4 présentations des
quatre binômes, parce qu'ils ont travaillé en binôme sur ces 4 points. Justine, Rachel et Yann vont tous questionner et commenter les réflexions. Et on vous invite, comme j'ai dit tout à l'heure, à faire de même en utilisant la fonction Q&A en bas de votre écran. Donc, maintenant, on va passer aux intervenants et on va demander à chacun de se présenter. Et je vais commencer par Michel. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci beaucoup. Je m'appelle donc Boba Boma Michel. Je suis directeur du département et donc en charge des questions humanitaires au sein de l'association Tintois. Nous sommes au Burkina Faso. Merci, Michel. Momo, est-ce que tu peux te présenter aussi? Oui, bonjour, je suis Momo Ibaranté, secrétaire aux activités de la coalition au Burkina Faso pour les droits de l'enfant. Merci Momo. À toi Pierre. Attends, tu es sur mute. Bonjour à tout le monde. Pierre, je suis le responsable de l'association ICAPED au Cameroun. Merci. Merci Pierre. Tu peux juste le refaire encore une fois parce que le son était très coupé au début. Oh, bonjour, je m'appelle Kamsulu Pierre, le responsable de ICAPED au Cameroun. Merci. Ah, c'était coupé encore. En tout cas, c'est Pierre Kamsulum de ICAPED. C'est coupé encore? C'est oui, assez haché. Ouais. On va continuer avec les présentations. Si tu peux essayer de te mettre dans un endroit où on peut bien te capter, ce sera super. Elias. Bonjour à tous. Moi, c'est Elias Aluseni. Je suis de la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG pour l'éducation pour tous au Niger. C'est un regroupement qui regroupe à son sein des ONG actives en éducation, des associations de défense des droits de l'homme et des syndicats membres de l'International de l'éducation. Nous sommes membres du réseau africain des campagnes pour l'éducation en CEFA, qui a son siège à Dakar, et membres de la campagne mondiale pour l'éducation, qui est un grand mouvement mondial en faveur de l'éducation. J'ai eu l'honneur et le privilège de siéger dans le conseil d'administration de la campagne mondiale pendant 6 ans, pendant 8 ans au niveau mondial pour représenter l'Afrique. Et j'ai eu également l'honneur d'être membre du conseil d'administration de ANCEFA pendant 2 mandats, soit 6 ans. Donc, voilà ce que je peux dire pour le moment. Voilà, merci. Merci. Denis, à toi. Bonjour à tous, moi je m'appelle Denis Angevin, je suis le chef de délégation de la Fondation Terre des Hommes Aide à l'enfance pour le Sénégal et la Mauritanie. Je suis ravi d'être avec vous et pour ce sujet très important, la localisation de l'aide. Merci de m'avoir invité. Merci Denis. À toi Fanta. Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Fanta Touré Diop, je suis la conseillère régionale santé et nutrition pour le bureau régional Afrique de l'Ouest et du Centre d'action contre la faim. Merci. Merci Fanta. Et Mbaye, over to you. Bonjour tout le monde, moi c'est Mbaye Kandien, donc je suis chargé des affaires humanitaires au sein de OCHA, au niveau du bureau régional de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Merci. Merci. Et on attend que Thomas Sernasalix de Save the Children arrive. Il y a un problème de connexion. Donc, on va démarrer. Rachel, je vais te laisser faire les premières présentations des premiers binômes. Et moi, je vais essayer de trouver Thomas. Merci beaucoup. Et merci à Mbaye et Momo qui vont nous parler de l'aspect coordination de ce sujet. Donc, à vous, Mbaye et Momo. Ok, merci Rachel. Je crois que pour ce sujet, de nous deux, j'ai été désigné pour démarrer la session. Il faut dire que nous avons travaillé sur l'espace de coordination au niveau de 3 points essentiellement, l'identification,
l'intégration et puis enfin le renforcement de la coordination. Au niveau de l'identification, nous proposons, dans le cadre des actions à mettre en œuvre, de faire déjà un mapping des organisations nationales, locales, et aussi des autorités ou des services étatiques, aussi bien déconcentrés que décentralisés. Ensuite, procéder à une identification des leaders communautaires afin de savoir à quelle entité ces leaders appartiennent, quels sont leurs domaines d'influence, leur niveau d'influence au niveau de la communauté, mais également mesurer un peu l'interrelation de pouvoir entre ces différents leaders. Et pour suivre, ça serait d'identifier les autorités au niveau central et au niveau local, bien entendu en gardant à l'esprit que l'implication de ces autorités dans le cadre de la coordination de l'espace humanitaire serait basée sur les principes humanitaires. Au niveau de l'intégration, nous pensons qu'il faut veiller à relever le niveau d'influence des organisations locales dans le cadre de la prise de décision au sein des mécanismes de coordination. Il faut également veiller à prendre en considération leurs attentes, mais aussi leurs objectifs dans l'organisation et la tenue des débats au sein des mécanismes de coordination. Et enfin, toujours sur l'identification et l'intégration, il faut encourager et faciliter la participation des organisations locales, des leaders locaux, dans les forats, aussi bien au niveau local qu'au niveau international. Et bien entendu, dans le cadre de cette intégration, il faut également veiller à la responsabilisation des organisations locales au sein des mécanismes de coordination. Et à ce sujet, je vais prendre un exemple au Burkina Faso, au niveau des clusters éducation et protection. Au niveau local, il y a des organisations nationales, des organisations locales qui coordonnent ces activités de coordination-là dans les régions du Burkina Faso. Pour finir avec le renforcement de la coordination, je dirais qu'il faut faciliter l'implication des acteurs locaux pour la participation dans les forats. Il faut que ces acteurs locaux-là puissent prendre part aux événements qui s'organisent aussi bien au niveau national qu'international, comme celui-ci. Aussi, il faut arriver à valoriser les connaissances et leurs compétences, bien entendu, en les impliquant dans la définition des objectifs, dans la définition des messages en matière de plaidoyer, pour que ces organisations soient plus présentes lors du plaidoyer pour la mobilisation des fonds auprès des bailleurs de fonds, mais aussi auprès des gouvernements. Je crois que je vais m'arrêter là et permettre à Mbaye de poursuivre sur le sujet que nous avons traité. Merci bien. Merci Momo. Je pense que je vais juste ajouter 2 ou 3 points. Je vais démarrer là où tu as terminé, à savoir sur l'intégration. Je pense qu'il y a un aspect fondamental qu'il a souligné, c'est l'intégration, et pour cela, il faudra quand même un bon processus, disons, d'intégration à ce niveau, en tenant compte vraiment de la responsabilité et des différents défis qui entourent ces différentes organisations, et militer aussi sur le renforcement de capacités et tout ce qui est analyse à ce niveau. Et tout cela sera bien entendu encadré donc par des TDR et des cadres formels, afin vraiment de veiller à l'implication des acteurs locaux dans les différents mécanismes de coordination. Donc, voire même à certaines mesures, donc formaliser et vulgariser tout ce qui est politique qui est déjà existant, et politique, je parle bien de politique d'intégration, ainsi de suite. À ce niveau aussi, je vais juste, par rapport à l'identification, revenir sur 2 aspects aussi qu'il faudra prendre en compte. Momo a parlé donc de tout ce qui est évaluation. Donc là, on fait référence aussi à l'évaluation des besoins aujourd'hui de formation de ces différentes organisations, parce que pour pouvoir quand même les accompagner, il faudra quand même savoir exactement quels sont les besoins à ce niveau. Et aussi, il y a un aspect
qu'il faudra aussi prendre en compte, c'est l'aspect, donc disons, genre pour essayer de comprendre la composition de ces différentes organisations et mieux cerner, donc disons, les besoins et veiller à une représentation active et non physique de toutes les différentes organisations. Donc, nous allons terminer à vous disant, donc, par rapport à ce travail, donc, il y a 3 grandes suggestions que nous proposons, à savoir l'identification des ressources. Quand on parle de ressources, c'est tout ce qui est ressources financières, ressources humaines, ainsi de suite, et même au niveau des organisations étatiques, mais aussi sur individuelles qui sera recentré. Il y a aussi tout ce qui est intégration entrant en compte les différents facteurs, que ce soit du pays, de la zone, de la région, ainsi de suite, et le renforcement de capacité et le plaidoyer pour une implication optimale, parce que ça aussi c'est un aspect important. On parle vraiment d'implication optimale, c'est-à-dire veiller à ce que ces organisations puissent participer activement. Donc je pense que le reste, on va poursuivre avec les discussions et éventuels inputs des différentes donc, acteurs qui sont là présents. Merci, Rachel. Over to you. Merci beaucoup. Je ne sais pas si Michael est revenu, mais sinon, je peux ouvrir les questions. Qui veut poser une question en première? Je vois quelques questions dans le chat. Donc, je vais peut-être commencer avec une des questions dans le chat en attendant que les mains se lèvent des panélistes. Donc, quelle est la place de l'autorité locale? Donc, par exemple, le préfet, haut commissaire et gouverneur dans le... Oh, je viens de me perdre. Dans la coordination. Donc, quelle est la place de l'autorité locale, le gouverneur ou préfet dans la coordination? Maï, tu y vas ou je démarre? Je crois que la place de l'autorité locale, selon les discussions que nous avons eues, c'est déjà occuper une place prépondérante dans le mécanisme de coordination au niveau local. Mais aussi, pour cela, il faudrait au préalable regarder si cette autorité locale embrasse bien entendu les principes humanitaires pour ne pas qu'il y ait une forme de fourvoiement de l'action humanitaire. Je vais m'arrêter là, il va continuer certainement pour préciser des choses. Merci. Oui, oui, bon, j'ajouterai juste pour préciser quand même en ce qui concerne les autorités locales, donc ils ont quand même ce rôle régalien, donc en tant que représentants aussi de l'État et représentants, donc disons, du gouvernement à ce qui concerne les différents territoires ou administrations. On peut prendre par exemple, si on parle des préfets chez nous, donc qui gèrent tout un département et qui veillent à ce qu'aujourd'hui, tout ce que l'on fait en termes même d'intervention ou bien même, disons, de programme soit suivi et donc veiller à ce que cela soit articulé au programme de développement de l'État. En plus de cela, Momo l'a abordé, les différents types d'organisations, comme les organisations aussi humanitaires, donc là, ont cette responsabilité fondamentale donc, du respect des principes, hein, vraiment restant sur aujourd'hui le besoin et tout ce qui est les principes humanitaires, donc disons, à respecter. Et tout cela, c'est bien entendu encadré donc si on parle de gouvernement, par le gouvernement donc, qui accueille ces différentes interventions. Donc voilà, merci. Merci beaucoup à tous les deux. Juste un petit point qui a été soulevé par un des participants, c'était vraiment qu'il faut penser à des choses très concrètes quand on fait ce genre de proposition, comme par exemple la couverture des coûts de déplacement pour que les acteurs locaux puissent participer effectivement au forum de coordination, ainsi que les services de traduction parfois, parce que souvent ces mécanismes de coordination sont soit en anglais, soit en français, mais parfois ça rend la participation active difficile. Yann, tu as aussi une question. À toi, Yann. Oui, une question et plutôt aussi un commentaire justement sur les enjeux de l'espace de coordination.
justement le point soulevé sur peut-être accompagner les organisations locales au niveau financier pour pouvoir être plus proche des capitales où tout se passe en termes de coordination. Justement, le grand enjeu, et c'est de voir comment, en termes de coordination, on peut impliquer, je fais une grosse différence entre les organisations nationales qui ont un rayonnement sur l'ensemble d'un pays, par rapport aux organisations locales qui peuvent avoir une action très, très micro au niveau d'une commune, au niveau d'une communauté, etc. Et c'est là, justement, où je pense qu'en termes de coordination, on a un gros enjeu aujourd'hui, puisqu'on se retrouve finalement sur des dynamiques qui se reproduisent un petit peu au niveau national comme au niveau international. C'est-à-dire que les gros ont beaucoup de place et de capacité, de possibilité de participer à des espaces de coordination. Pendant ce temps-là, les plus petits, même s'ils font beaucoup d'actions, mais les plus petits au plus proche du terrain et au plus proche des bénéficiaires, n'ont pas la place dans ces espaces de coordination pour différentes raisons. Raisons financières, raisons blocage, les barrières linguistiques, les barrières logistiques, etc. Et c'est de voir comment, justement, au niveau national, les coordinations nationales peuvent mieux encore impliquer la base au niveau local dans ces coordinations-là. Moi, je dirais merci à Yann parce que c'est un très beau commentaire sur ce que nous avons dit, étant donné que ces organisations à la base, il faut dire que c'est elles qui font le plus le travail. Et lorsqu'elles n'ont pas voix au chapitre, c'est un peu compliqué. Et pour avoir voix au chapitre, bien entendu, il faut cet appui financier, mais il faut également un accompagnement en termes de renforcement de compétences. Elles ont besoin d'être renforcées pour pouvoir valablement donner leur avis dans les mécanismes de coordination afin que ces avis soient pris en compte dans le plaidoyer qui pourrait être conduit aussi bien au niveau national qu'au niveau supranational. Merci. Merci beaucoup. Justine, oui, vas-y. Ouais, je vais peut-être prendre la main sur… Il y a des commentaires, des questions vraiment intéressantes dans le chat. Il y a quelqu'un qui posait la question, notamment du qui prendrait le lead sur toutes ces belles recommandations qui sont très intéressantes, et merci beaucoup pour ça. Et notamment sur ces aspects d'identification et de mapping. Est-ce que vous auriez en tête, ou est-ce que vous pourriez nous faire part un peu de vos réflexions par rapport aux premières étapes qui pourraient être cruciales à votre sens, et qui, à votre sens, devrait prendre le lead sur ce genre d'action pour pouvoir vraiment mettre la machine en marche et passer de ces recommandations à des actions concrètes. Merci. Maï, je crois qu'au niveau de OCHA, il y a un travail qui est déjà avancé. Est-ce que tu peux entretenir un peu le public sur ça? Merci bien. OK. Oui, au fait, il y a des initiatives par rapport au mapping. C'est vrai qu'avec OCHA, donc il y a, comment on appelle ça, des activités donc, qui ont démarré à ce niveau pour essayer donc de faire cette identification-là. C'est un mapping qui est préparé, donc disons, par le siège, et qui concerne vraiment le niveau d'implication des ONG nationales dans les différentes, donc disons, des différentes coordinations humanitaires au niveau donc des différents pays. Donc là, c'est au niveau national, et aussi au niveau donc des groupes qui sont répertoriés aussi au niveau région. Donc il y a le niveau pays où cette activité a été démarrée, et aussi le niveau donc disons régional. Et donc après avoir donc ces différentes donc disons ce mapping-là pourrait être un bon point de départ, donc disons pour avoir donc une proposition concrète. Peut-être on peut s'imaginer, je ne sais pas, une activité pilote pour essayer de voir à ce niveau comment faire pour vraiment peut-être avoir l'ensemble donc disons de ces éléments. Peut-être aussi il y a d'autres organisations qui ont démarré ce travail
travail et qui nécessiteraient peut-être à ce niveau de se joindre pour avoir un travail, donc disons commun. Donc sachez quand même, il y a des débuts et il faudra quand même, comme on l'a dit, essayer de mettre donc disons nos efforts en commun pour pouvoir avoir ces répertoires. Voilà. Merci. Je crois que la réponse de Mbaye répond un peu à qui. Déjà qu'au niveau régional, nous avons un bureau OCHA et au niveau de chaque pays, je pense qu'il y a des bureaux OCHA. Est-ce qu'on ne penserait pas déjà, étant donné qu'il y a cette expérience qui existe, de pouvoir confier cette tâche à cette entité qui, bien entendu, a la charge de la coordination de l'action humanitaire au niveau mondial? Merci bien. Merci à tous. Alors, je vois beaucoup de questions qui viennent dans le chat. Ce que je vais faire, c'est je vais inviter, parce qu'avec l'intérêt de question de temps, timing, on va passer au premier binôme. Là, c'était le deuxième binôme. C'est l'espace coordination. On va repasser au premier avec Thomas de Save the Children et Michel. Mais ce que je vais faire, c'est je vais inviter les participants, nos intervenants, si vous voulez, de répondre directement à certaines questions dans le Q&A. Vous pouvez aussi répondre par texte. Et des questions aussi, Yann, sur les formations Bioforce et des questions sur les formations PLC de CHL. Tout ça, vous allez trouver dans les mails quand vous enverra après ce webinaire, plus d'informations sur les formations. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web du CHL et de Bioforce pour trouver plus d'informations. Et on peut aussi vous répondre là. Sinon, je voulais vous demander aussi, pour ceux qui lèvent la main, on ne va pas prendre des questions en direct du public, mais merci de mettre vos questions dans le Q&A directement et non pas dans le chat. Donc, on va passer du coup au premier binôme avec Thomas Sana de Save the Children et Michel Ouoba-Bouama de l'association Tintua. Est-ce que Thomas, déjà, comme tu n'as pas pu arriver au début, tu peux te présenter dans un premier temps? Et ensuite, on vous laisse la main. Il est encore là, Thomas? Oui. Est-ce que tu peux te mettre hors mute? Ouvre ton micro, s'il te plaît, Thomas. Bonjour à tous, merci beaucoup au centre pour cette invitation. C'est Save the Children, je m'occupe de renforcement des capacités des partenaires de la société civile au sein de Save the Children West Africa. Merci beaucoup, très content d'être avec vous aujourd'hui. Merci Thomas. Donc Michel s'est déjà présenté. Est-ce que vous voulez vous lancer dans vos réflexions sur le pouvoir et gouvernance? Michel, je crois que vous allez parler ou bien? Merci. Oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup. Effectivement, pour nous, c'est une très, très grande opportunité, effectivement, de partager, effectivement, nos réflexions. D'autant plus que nous avons réfléchi, effectivement, sur les questions de pouvoir et de gouvernance. Et d'entrée, ce que nous avons fait, nous avons d'abord tenté d'analyser, effectivement, le contexte. Qu'est-ce qui fait que les organisations locales, les organisations nationales n'ont pas ce pouvoir, n'arrivent pas à participer effectivement à la gouvernance donc, de ce processus donc, de localisation. Et nous avons identifié certaines difficultés. Et la première difficulté qui va dans le cadre donc, de la co-création. Nous remarquons que les ONG locales, le plus souvent, sont cooptées, sont associées à des initiatives dont elles ne sont pas forcément promotrices, dont elles n'ont pas participé donc à la création, à la définition, et le plus souvent se sentent plus embarquées. Et ça va être difficile pour un acteur local qui est dans ce cas de figure de pouvoir contribuer efficacement, de pouvoir avoir du pouvoir, de pouvoir effectivement impacter l'action et de pouvoir même s'approprier de l'action. Et nous remarquons effectivement que même quand on met en place des actions conjointes, il y a des difficultés pour avoir des mécanismes de coordination interne, donc de la collaboration, qui permettent à chaque partie de pouvoir se sentir à un niveau de capacité pour pouvoir influencer les décisions qui seront prises. Et le plus souvent, ce qu'on constate, c'est que les directives de l'ONG internationale sont celles qui sont appliquées au consortium, quand c'est un consortium, et le plus souvent, ce sont des directives assez très, très raides,
qui ne sont pas totalement flexibles à l'ONG locale. Et comme il y a un problème de ressources et qu'il y a une répartition de ressources inégale, l'ONG nationale finit par se plier et parfois se dénaturer. Également, nous avons constaté qu'il y a un problème d'outils. Et il faudra effectivement qu'on puisse réfléchir. Et pour nous, nous sommes rendus compte que tout le temps qu'une ONG internationale veut aller en partenariat avec une ONG nationale, elle lui fait une évaluation, un vetting. Et malheureusement, ce vetting, il est juste peut-être temporel et il est seulement spécifique à l'organisation. Et si le partenaire se retrouve à travailler avec plusieurs organisations internationales, c'est autant de vetting. Et parfois, le vetting est tellement long, il demande tellement de questionnements. Et nous nous sommes posé la question pour une communauté humanitaire, pour une coordination, une bonne coordination des actions humanitaires, est-ce qu'il n'y avait pas de possibilité de créer un lien entre donc, les ONG internationales que si une ONG fait déjà une évaluation, ben, que l'autre puisse s'en inspirer et pouvoir valider et passer et nous permettre de gagner en temps. L'avant-dernière dimension sur laquelle nous avons effectivement réfléchi, ça a été sur les questions de renforcement des capacités. Là, ce que nous avons remarqué, c'est que le plus souvent, les partenariats sont basés sur des renforcements de capacités de façon ponctuelle, parce que le plus souvent, ce sont des partenariats d'opération et c'est des formations sur des thématiques spécifiques pour permettre de réaliser une action. Pourtant, pour permettre aux ONG nationales de pouvoir effectivement avoir la place, avoir le pouvoir et participer effectivement aux questions de gouvernance, il faudra qu'on travaille à pouvoir renforcer leurs capacités de manière structurelle et leur donner effectivement les capacités que dans un long terme, que ces organisations puissent être capables de pouvoir travailler seules et pouvoir, pourquoi pas, prendre les initiatives, prendre le devant des choses et même pas pouvoir être des leads de certaines constructions. Au Burkina Faso, nous l'avons expérimenté avec Tintois, où nous sommes leads et ce sont des ONG internationales qui sont co-leads pour nous accompagner sur des thématiques que nous avons choisies. Et enfin, c'est vraiment les questions de guichet. On ne pourra pas parler de pouvoir, on ne pourra pas parler de pouvoir des organisations locales s'il n'y a pas de guichets, des fonds spécifiques qui sont dédiés aux organisations locales. Qu'on veuille ou pas, on ne peut pas, à l'heure actuelle, nous sommes dans un processus et donc pendant ce processus, nous ne pouvons pas au même moment demander aux ONG nationales, locales, de compétir parfois sur les mêmes conditions que les ONG internationales. Elles ont plus de capacités, c'est clair, c'est connu. Donc, il faudra demander peut-être aux bailleurs également d'être flexibles, de pouvoir proposer des fonds donc vraiment spécifiques pour les ONG nationales et pourquoi pas des fonds, je peux dire, prioritaires où on met des conditions assez fortes pour exiger que les ONG nationales y soient. C'est le cas, par exemple, du Fonds humanitaire régional. Donc, je termine en disant qu'on a donc proposé principalement 3 recommandations. La première recommandation, c'est vraiment qu'on puisse dépasser le partenariat basé donc, dans la sous-traitance et évoluer vers des réponses avec des organisations qui sont capables vraiment de porter les actions elles-mêmes. Donc, cela va passer forcément par des gestions qui garantissent une participation équitable et qui permettent aux partenaires locaux de pouvoir aussi participer à la décision. Et cela aussi va passer forcément à la co-construction, qu'on permette que l'initiative d'une action soit faite ensemble avec l'organisation partenaire et également qu'on puisse mettre en place des plans de renforcement de capacité qui ne se limitent plus à des plans de renforcement de capacité, c'est-à-dire thématiques, mais plutôt qu'elles soient vraiment institutionnelles, structurelles, qui permettent à la structure de pouvoir à terme être autonome. Et deuxièmement, c'est vraiment demander aux bailleurs de pouvoir ouvrir des guichets qui sont vraiment accessibles directement aux organisations locales, permettre effectivement qu'on mette des critères qui permettent aussi, et qui obligent les ONG internationales, parce qu'il faut le dire, beaucoup d'ONG internationales vont vers la localisation sur pression des bailleurs et non sur leur propre initiative, parce qu'il y a beaucoup de réticences. Ça fait 7 ans et nous n'avons pas encore les 25%. Et enfin, revoir aussi les procédures vraiment de vetting, les simplifier et les mutualiser entre les ONG internationales. Cela nous permettra vraiment de pouvoir aller et de donner du pouvoir aux organisations nationales et de leur permettre effectivement de participer efficacement à l'action humaine. Voici ce que nous avions préparé, mais je laisse Thomas compléter ce que peut-être les éléments qu'il voudra encore apporter pour qu'on puisse on puisse mieux présenter notre présentation. Merci à vous et nous restons donc disponibles pour les échanges. Merci Michel. Thomas, est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose à ce que Michel disait? Non, vraiment, c'est formidable et ça reflète exactement le contenu de notre échange. En fait, le grand motto de la localisation, le shift de power,
c'est déplacer les pouvoirs. Donc, notre panel s'est dédié à ce sujet, le pouvoir. Et nous avons remarqué qu'effectivement, les grandes ONG, même si nous assistons à une course des grandes ONG internationales pour s'adapter, pour se réinventer, pour se rendre conforme à la localisation, cette matière ou bien cette dimension de laisser le contrôle ou partager le contrôle, c'est quand même le parent pauvre de la localisation jusqu'aujourd'hui, après 7 ans. Donc, nous assistons à 2 cas de figure. Quand l'opération est lidérée complètement par les acteurs locaux, donc il s'impose de nouveaux outils de financement flexibles, non alloués, où l'ONG, l'acteur local, est libre de décider, notamment en cas d'urgence, nous sommes dans un environnement humanitaire. Et nous avons le cas de figure qui est le plus souvent de la mise en œuvre conjointe, où il y a un rôle encore de l'ONG internationale, il y a un rôle de l'ONG partenaire. Donc, c'est dans ces partenariats équitables que le partage des pouvoirs implique donc un partage dans la prise de décision. Le pouvoir, nous avons réfléchi, donc le pouvoir, c'est la décision. Donc, qui prend les décisions et où prend les décisions, et notamment les décisions par rapport au budget, à l'élaboration du budget, et aussi aux modifications nécessaires quand on a une opération, quand ce qui n'était pas planifié, comment faire pour les réajustements, etc. Donc, nous voyons un futur, nous voyons un cadre de développement et de réflexion sur tout ce qui concerne les instances de décision partagées, où on cherche bien sûr le consensus, mais où les acteurs locaux ont quand même, quand nous serons, imaginons, en égalité, ont quand même le vote décisionnel ou le leadership, justement, le leadership dans la décision. C'est là que le leadership local se joue, en fait. C'est ça l'espace que nous avons identifié, un espace clé de la localisation dans ce qui concerne le shift de power, le déplacement de pouvoir, le relâchement du contrôle des ONG internationales vers les ONG. Voilà, c'est pas pour me dire plus. Merci beaucoup, ministre. Voilà. Merci Thomas. Avant de passer la parole à Yann et Justine et Rachel pour commenter vos réflexions, je veux juste préciser que dans la préparation de ce webinaire, avec les réflexions, ce qu'on a demandé, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'il faut que toutes les réflexions, les propositions d'action concrètes soient aussi réalistes et réalisables par les bailleurs de fonds. Donc, par la suite de ce webinaire, avec tous les échanges, il y a aussi beaucoup de suggestions qui viennent dans le chat, dans le Q&A, on va mettre en place un document de suivi pour aussi proposer, pour aussi demander aux ONG internationales locales de partager ça avec les bailleurs de fonds de la région. Donc, ça sera aussi une prochaine étape suite à ce webinaire. Mais je vais maintenant passer la parole à Yann et Justine pour voir si vous avez aussi des choses à rajouter à ce que Thomas et Michel ont dit. Justine, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Commenter. Je vois beaucoup de questions et de notes, notamment dans les Q&A à propos des bailleurs. Et effectivement, c'est quelque chose qui moi aussi, me posait question. Qu'est-ce qu'on attendrait exactement d'eux, là, en premier? Quelles seraient les premières étapes qu'on pourrait attendre de ces bailleurs? Il y a beaucoup de questions dans le chat, notamment qui revenaient par rapport à ce pouvoir gouvernance/financement. Et effectivement, les bailleurs sont vraiment centraux dans toutes ces questions. Quelle serait pour vous, là, si aujourd'hui vous aviez tous les bailleurs en face de vous, la première chose que vous leur demanderiez justement dans ce travail d'intégration, notamment des ONG locales, etc., dans tous ces processus? Peut-être on peut lancer ça, Michel. Il n'y a pas de problème, oui, merci beaucoup. En fait, je vais vous donner un cas vraiment très concret. C'est vraiment l'exemple du Fonds humanitaire régional pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, où vraiment nous, les ONG nationales, nous nous sentons vraiment à l'aise. Nous voyons que c'est parti sur une dynamique qui est très bien. La première étape, c'est d'abord effectivement qu'on puisse mettre une conditionnalité pour exiger des ONG internationales
Donc, de ne pas embarquer les ONG nationales, mais plutôt de co-construire avec ces ONG nationales, proposer des actions vraiment co-construites, mais proposer un plan de renforcement de capacité de ces organisations-là déjà dans l'appel à projet pour être éligibles à ce fonds. Je pense que c'est une très, très grande étape. Ça permet, ça oblige déjà les ONG internationales, parce que je le dis, quand nous regardons un peu ce processus, c'est un processus qui oblige les ONG internationales et nous apprenons même que certaines sont en train de se réinventer pour trouver des parades pour ne même pas respecter. Je pense qu'il y a des initiatives de création d'ONG internationales qu'on veut localiser désormais pour faire en sorte qu'on ne dise plus qu'elles sont ONG internationales. La deuxième étape serait forcément donc qu'on puisse aussi ouvrir des guichets pour certaines ONG nationales qui ont atteint un certain niveau. Et parce qu'il y a des évaluations qui ont été faites et parfois les ONG nationales ont le même score que les ONG internationales. Donc on peut permettre à ces ONG internationales aussi de participer à certains fonds. C'est vrai que parfois, il y a certaines conditions qui nous mettent hors jeu, tout simplement parce que ce sont des conditionnalités internationales. Et là, ça devient compliqué, c'est d'extraire des appels, ces éléments. Et enfin, aussi, c'est de mettre en place, parce qu'au niveau de Tintois, par exemple, ce que nous vendons le plus également, ce n'est pas que les ONG nationales se limitent à vouloir se capaciter à se positionner, c'est aussi travailler à déplacer ce pouvoir-là juste au niveau des organisations à base communautaire. Parce que c'est là qu'on aura réussi un peu la mission. Et donc, il faudra aussi qu'on puisse exiger des ONG nationales la capacité qu'elles puissent démontrer leur capacité à pouvoir renforcer les structures locales et même les services techniques déconcentrés qui sont au niveau local pour leur permettre effectivement de faire ce portage donc, des questions humanitaires. Et là, nous pensons que nous allons aboutir. Donc, pour moi, c'est vraiment des conditionnalités qu'on mettra dans les différentes propositions, mais également qu'on ouvre des guichets spécifiques. Et moi, je sais qu'avec le processus qui est lancé par le FRAO, c'est vraiment un très bel exemple qu'on pourra proposer à certains bailleurs et je pense qu'ils seront flexibles. Merci Michel. Thomas, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Effectivement, nous sommes déjà en train d'évoluer dans le cadre de renforcement des capacités aujourd'hui. Déjà, le but n'est plus de renforcer les capacités des partenaires locaux pour les besoins concrets d'un projet, mais c'est déjà de renforcer les capacités des partenaires locaux qui lui-même a identifié en tant que besoin pour un but d'autonomisation et de conformité de l'organisation locale dans les paramètres internationaux et pour être autonome. Donc, y compris dans ce cas, le renforcement de capacité doit inclure le renforcement des capacités organisationnelles et des aspects qui n'ont rien à voir peut-être avec les projets ou bien les fonds qui viennent utiliser pour une partie. Ça, je crois que nous sommes déjà dedans. Ce que nous ne sommes pas encore, c'est que le bailleur n'exige pas encore que les instances de décision de mise en œuvre, de la mise en œuvre des opérations de réponse doivent avoir non seulement une participation, parce que le mot participation, il n'est pas suffisant, participation des acteurs locaux, des partenaires locaux, mais un leadership. Donc, et le leadership, c'est la capacité de décision. Donc, c'est le concept. Et donc, ça reste à inventer. Malheureusement, il y a de bons exemples, mais ce n'est pas la règle. Voilà. Merci Thomas. Yann, je vais te passer la parole et après on va passer au troisième binôme avec Fonta et Pierre. Et encore une fois, je vous invite les intervenants de regarder dans le Q&A parce qu'il y a beaucoup de questions que nous n'allons pas avoir le temps de tout traiter lors du webinaire, sinon on sera là jusqu'à ce soir. Voilà, donc merci de répondre aux questions qui vous sont adressées également. Et Yann, est-ce que tu veux ajouter un commentaire? Oui, un petit commentaire juste pour rebondir, puisque les questions du financement, le financement de l'aide au niveau local posent finalement aussi un autre problème, hein, un autre sujet qui est sous-entendu et qui n'est peut-être pas mentionné directement ici, c'est ce qu'on appelle la décolonisation de l'aide et du financement. Et c'est de voir comment aujourd'hui, potentiellement, créer des passerelles justement financières pour avoir des systèmes domestiques de financement. C'est-à-dire peut-être de retrouver des modèles qui ont été testés auparavant, où au lieu que ce soit des dictats qui viennent directement
de l'international, hein, des organisations internationales, des instances de financement internationales, que ces budgets puissent être canalisés auprès d'instances nationales, domestiques, qui pourraient à ce moment-là prendre la responsabilité au niveau national d'accompagner les initiatives nationales et locales. Je pense que ça pourrait être aussi des pistes. Je sais qu'il y a eu des initiatives qui ont été engagées, par exemple, en Côte d'Ivoire, hein, avec l'Union européenne. Beaucoup de fonds de l'Union européenne désormais passent par les cellules de coopération Côte d'Ivoire et Union européenne, qui permettent justement un accompagnement et un financement des initiatives nationales, sans pour cela répondre à des dictats, on va dire, si on peut se permettre le terme, à des dictats qui sont des dictats venant plus du Nord et des partenaires techniques et financiers du Nord. Voilà, je voulais juste faire une petite réaction à ce niveau-là. Merci. Merci Yann. Comme je disais, on est serré dans le temps, donc on a déjà traité espace de coordination avec MB et Momo. On va passer maintenant au troisième binôme. Et je vais inviter Pierre Kamsloum de YICAPED et Fanta Touré d'Action contre la faim à présenter leur réflexion. Merci beaucoup, Michael. J'ai vraiment le plaisir de partager avec vous les réflexions que nous avons menées, Pierre et moi, concernant le sujet sur la recommandation sur la vulgarisation des bonnes pratiques en matière de partenariat et qui permettrait certainement de mieux valoriser la mise en œuvre directe de la réponse humanitaire par les acteurs locaux. Donc, notre réflexion s'est axée sur des actions concrètes qui vont aider à accompagner surtout la concrétisation de cette forte recommandation. Et l'une des actions sur lesquelles nous avons réfléchi parmi les 4, c'est d'abord faciliter l'accès à la formation pour le personnel local non cadre et essayer de rendre les informations sur des formations accessibles à tous. Et donc là, nous allons beaucoup plus également mettre l'accent parce que vous voyez avec nos 4 intervenants précédents, ils ont déjà débattu en partie sur le financement, surtout alloué au personnel pour ces stratégies de renforcement de capacité. Mais nous allons mettre l'accent sur ce point, sur les financements alloués au personnel des ONG nationales pour faciliter l'accès à ces formations. Et donc, ce que nous recommandons, c'est déjà des actions qui sont en cours, mais nous proposons que ces actions soient renforcées davantage. Donc, c'est d'abord de faire une évaluation conjointe, de continuer les évaluations conjointes des besoins avec les partenaires locaux, donc sur les besoins de formation, d'identifier en profondeur les thématiques en lien avec les actions humanitaires, surtout en termes de faisabilité, de critères d'éligibilité et surtout une bonne identification des bénéficiaires de ces formations-là et faire aussi une évaluation de ces coûts. Nous recommandons également d'élaborer des plans de formation budgétisés parce que le plus souvent, ces plans de formation sont plus dédiés au personnel expatrié. Donc, nous proposons à co-construire ensemble des plans et stratégies de formation budgétisés selon les besoins qui ont été identifiés lors de cette évaluation des besoins. Nous proposons également de mettre en place des catalogues de formation, pas uniquement aussi aux organisations internationales, dédiées aux organisations internationales, mais d'inclure de plus en plus aussi ces besoins identifiés et spécifiques à ces ONG nationales. Nous proposons également sur ce point concernant le financement et le renforcement des capacités, de réserver un pourcentage des places qui sont disponibles pour les ONG locales, pour les formations réservées au personnel expatrié également. Et enfin, par rapport à cet axe de renforcement des capacités, de mettre en place une plateforme de partage de connaissances qui sera co-gérée par la coordination, donc ensemble, organisations internationales et organisations locales. Concernant la deuxième recommandation, qui est de plaider pour l'accès direct au financement des ONG nationales et pour la réduction des intermédiaires. Ce que nous proposons, c'est également à ce niveau de mettre en place des coalitions. Voilà, ça peut être au niveau national des pays, au niveau régional, par exemple Afrique de l'Ouest et du Centre, au niveau après international global, donc avec les ONG internationales, les ONG nationales, les organisations membres de la société civile, pour renforcer vraiment toutes ces actions de plaidoyer auprès des bailleurs pour l'accès direct au financement des ONG nationales.
Donc, ces actions de plaidoyer doivent se baser certainement sur des évidences, c'est important, les leçons apprises ainsi que les bonnes pratiques d'expérience d'accès direct au financement. Nous savons qu'il y a actuellement beaucoup d'actions en cours dans ce sens, mais il serait important de toujours baser ces actions de plaidoyer sur ces bonnes pratiques et leçons apprises. Ce que nous proposons également sur ce point, c'est d'élaborer des notes de plaidoyer, faire des appels à l'action, surtout lors d'événements qui parlent de ces réponses humanitaires au niveau des pays, au niveau également régional et au niveau national. Nous prenons l'exemple du Forum européen humanitaire, le Forum des gouverneurs du bassin de la Tchad, le Forum de l'eau. Voilà, donc c'est autant d'événements. Il y a aussi la réunion régionale des parlementaires de la CEDEAO, donc ça permettrait d'impliquer davantage sur ces financements-là les acteurs au niveau local, surtout les parlementaires au niveau régional, et aussi à la conférence de l'Union africaine. Voilà. C'est autant d'institutions, autant de cadres de coordination au niveau continental, voilà, qu'il faut vraiment impliquer davantage concernant ces actions de plaidoyer. Ce que nous proposons enfin sur ce point aussi, c'est de renforcer des actions de plaidoyer en cours auprès des bailleurs en mettant l'accent beaucoup plus dans la mise en place de pool funds, voilà, donc exclusivement dédiés aux organisations locales avec une coordination mixte. Donc, nous savons qu'il y a des initiatives en cours, mais ce serait important de renforcer cet aspect, surtout cette partie en lien avec la coordination, et de plaider pour que ces financements des ONG locales puissent être financés, par exemple, lors des plans de réponse nationale, des PNR, à travers des financements des bailleurs internationaux et surtout des financements domestiques. Donc, le troisième axe sur lequel également nous avons réfléchi, en lien avec le plaidoyer pour une répartition des coûts d'activités directes et indirectes, là, nous mettons plus l'accent sur l'engagement des organisations internationales, signataires de cette charte sur laquelle nous sommes en train de travailler, pour une meilleure répartition équitable des ressources selon les mêmes conditions que les bailleurs. Je pense qu'à la sortie de ce webinaire, nous devons continuer davantage à renforcer cette coordination, à faire de sorte que cette charte soit vraiment signée par l'ensemble des organisations qui vont adhérer à ces recommandations. Et enfin, le quatrième point qui porte sur la diversification des sources de financement, là, nous mettons plus l'accent sur le plaidoyer pour la mobilisation de ressources domestiques. Donc, je pense qu'il est important que les États africains, qui se réclament aussi souverains, puissent de plus en plus se mobiliser dans ce financement de ces réponses humanitaires, de ces actions humanitaires au niveau pays, au niveau sous-régional, parce que des fois, ce n'est pas un pays qui est touché, ce qui se passe actuellement en Afrique, dans le Sahel. On voit que c'est toute une région qui est touchée, donc d'où l'intérêt d'impliquer de plus en plus dans ces financements domestiques la CEDEAO, la CEMAC, l'Union africaine, et que la mise en œuvre soit confiée vraiment aux ONG locales, avec un fort leadership. Et enfin, sur ce point, ce que nous proposons, c'est aussi de renforcer le plaidoyer pour la mobilisation de ressources financières à travers le secteur privé et aussi d'initiatives locales comme la diaspora. Nous savons que de plus en plus la diaspora est impliquée dans cette diversification de ressources, mais voir aussi comment les impliquer davantage à travers une meilleure concertation et coordination des remises migratoires pour la communauté avec l'appui des ONG locales, et de mieux identifier et orienter les actions sociales qui vont permettre de renforcer la résilience dans les zones où vraiment les crises sont en train de se mettre en place. Donc voilà, en résumé, les axes que nous proposons, les actions concrètes que nous proposons, Pierre et moi, concernant la vulgarisation des bonnes pratiques. Donc Pierre, je te laisse la main pour compléter. Je vous remercie. Ok, merci Fanta, merci à tout le monde. Je pense que notre travail a été véritablement orienté vers la mise en œuvre et également la vulgarisation des cas concrets sur le terrain. Et c'est sur cette base-là, de ces points, de ces thèmes qui nous a été confié, nous avons apporté beaucoup des actions et des points sur la réalité du terrain. Donc, il fallait qu'on travaille beaucoup plus, mettre l'accent entre la collaboration avec la communauté et les organisations internationales comme les organisations locales. Et beaucoup plus
nous sommes retardés. Notre idée développée autour de cette action humanitaire, de comment le valoriser, le vulgariser et comment pressentir l'action humanitaire bien après l'action, qu'est-ce qu'on devient et qu'est-ce que le fonds devient après avoir fait cette action d'urgence ou alors mener des actions sur le terrain. Donc, je pense que je n'ai pas une grande chose à ajouter. S'il y a des choses à améliorer, c'est ce qu'on attend de ceux-là qui ont suivi de manière attentive la présentation de notre travail. Et nous savons que l'action, c'est bien, mais l'après-action, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est ça notre inquiétude, parce qu'il faut mettre l'accent sur après-action. Qu'est-ce que la communauté devient? Les personnes concernées, qu'est-ce qu'elles deviennent? Donc, c'est ça qui est plus important que pour les bailleurs aussi. Ils doivent savoir, il ne suffit pas de donner l'argent, réclamer l'argent, mener l'argent, et puis, OK, les ONG, nous sommes d'accord, il faut donner de l'argent, le financement, c'est bien. Mais après l'action, qui devient cette communauté? Donc, c'est ça qui est important dans notre présentation. Il est question de ressentir l'action, de toute action, de mise en œuvre des actions humanitaires, qu'après action, qu'est-ce qui devient cette communauté? Voilà. Donc, je pense qu'à l'intérieur de notre présentation, vous avez bien compris ce qu'on cherche. Également, donner la possibilité aussi aux partenaires, aux bailleurs de fonds, aux ONG, de voir clair et que chaque action mérite quand même, après, on puisse quand même dire, OK, voilà ce qu'on a fait et ça continue. Mais si il faut toujours continuer les actions juste périodiques, nous pensons qu'il faut changer le modèle. Il faut penser à trouver un modèle d'action humanitaire et de mise en œuvre de manière continue, de manière durable. Donc, voilà un peu le contenu de notre travail, en tout cas. Merci, Pierre. Rachel, tu avais des commentaires, je crois, là-dessus? Oui, merci. En fait, juste une question très précise. Parce qu'on parlait de comment améliorer l'accessibilité de la formation. Est-ce que, selon vous, les langues des formations sont une barrière à la participation des leaders humanitaires locaux dans la plupart des formations qui sont offertes? Et je vois aussi, pendant que j'ai la parole, que Martha, elle a demandé une question dans le chat sur est-ce que nous avons de bons exemples de plateformes de partage de bonnes pratiques entre ONGI et ONG nationales. Moi, je n'en ai pas, mais voilà mes deux questions vite fait. Merci. Merci beaucoup, Rachel. Peut-être que pour la première question, je laisserai Pierre répondre à cette question. Pierre? OK. La première question, il est question de comprendre est-ce que la langue de formation pose un problème d'action humanitaire? Certes, c'est vrai. C'est la langue, ça pose des problèmes parce que vous voyez, la plupart des cas des actions humanitaires se fait beaucoup plus dans les zones les plus reculées possibles parce que dans les villes communautaires développées, on suppose que il n'y a pas assez d'espace pour peut-être mieux travailler avec cette communauté, mais nous sommes beaucoup plus concentrés dans les zones un peu reculées. Par conséquent, il y a des personnes qui n'arrivent pas à assimiler une connaissance peut-être et n'ont pas même eu la possibilité de bénéficier d'une bonne éducation. Et du coup, quand on vient avec notre méthode de formation, et certains sont là, ils sont présents, mais ils ne comprennent rien, ils ne sont pas du tout, ils n'arrivent pas à participer parce qu'ils se sentent limités. Et s'il faut leur dire de donner leur avis de ce qu'ils viennent de se faire, comme la formation, il y a certains qui ne vont pas, ils ne vont rien dire. Donc, la langue de la formation pose véritablement problème. Il faut penser à intégrer des méthodes de traduction et puis pour que l'action puisse être véritablement bien partagée. Merci. Merci Pierre. Fanta, vas-y. Oui, pour la deuxième question, donc les exemples de bonnes pratiques de plateformes de partage entre ONG nationales et ONG internationales. Là, peut-être que je vais prendre l'exemple de notre organisation Action contre la faim.
où nous sommes en train de mettre en œuvre un projet sous forme de consortium financé par l'Union européenne, donc avec les fonds du Trust Fund au niveau du Mali, du Niger et du Burkina. Donc là, ce consortium rassemble les ONG internationales et ONG nationales, même si jusqu'à maintenant, c'est les ONG internationales qui ont le lead de ce consortium-là concernant ces réponses humanitaires. Mais nous sommes en train de faire tout un travail très riche de documentation, de capitalisation, de bonnes pratiques, voilà, en termes de localisation. Donc, je pense que les résultats vont bientôt sortir et nous aurons vraiment le plaisir de les partager avec vous. Donc, il y a aussi sur les fonds SRF actuellement aussi, même s'il faut reconnaître toujours, c'est les organisations internationales qui ont le leadership de ces consortiums, de ces types de financement, ralliant les deux types d'organisations. Là aussi, nous sommes en train de construire, co-construire ensemble une capitalisation aussi sur les bonnes pratiques et leçons apprises sur ces approches de localisation au niveau de la région Afrique de l'Ouest et du Centre. Donc ça, je pense que c'est des initiatives qui existent pour l'instant que nous menons au sein de notre organisation. Merci Fanta. Je voulais vous faire intervenir Justine et Yann aussi là-dessus, mais on va vite passer au 4e binôme et après on fera revenir sur les questions si vous en avez pour Fanta et Pierre, parce que le temps est compté. Donc je vais vite passer à Denis et à Ilias. Est-ce que vous voulez présenter vos réflexions sur le renforcement de capacité? Merci. Ilias, tu es sur mute. Sur lequel nous avons travaillé avec Denis sur les questions de renforcement des capacités, renforcer l'accès à la formation, à leadership pour les acteurs locaux sur une approche participative tout en recommandant le leadership existant par l'utilisation d'une approche basée sur la co-création et l'apprentissage mutuel, promouvoir le renforcement mutuel des capacités entre les ONG nationales et les ONG internationales. Avant de rentrer dans le sujet, nous sommes permis de faire une analyse contextuelle aussi dans laquelle les ONG locales travaillent avec une présence très remarquée des ONG internationales qui sont très actives et qui prend aussi le gros des ressources parce que, comme on le dit, le nœud de la guerre, c'est les ressources. C'est avec les ressources qu'on peut mieux faire les interventions, c'est avec les ressources qu'on peut mieux assurer la formation. Or, même dans les pays, l'Afrique de l'Ouest et du Centre, les pays sont dans un processus de transfert de pouvoir, un processus de transfert de compétences et de ressources. C'est pourquoi nous avons fait les suggestions suivantes. Premièrement, pour nous, il faut faire un renforcement des capacités individuelles par la formation, le coaching et l'accompagnement. Pour nous, si on veut rendre les acteurs locaux beaucoup plus performants, il faut que les organisations internationales qui ont beaucoup plus de facilité de capter les fonds, d'assurer ou de prévoir des ressources pouvant permettre de former les leaders des organisations locales. Or, on se retrouve dans l'inverse. Souvent, les organisations locales forment sur le temps des personnels et un bon matin, les organisations internationales qui ont beaucoup plus de ressources, qui sont plus stables, et recrutent les personnels qui sont formés par les ONG locales. Il y a la formation en ligne qu'il faut également intensifier et prévoir aussi un système de coaching de ces organisations. C'est-à-dire ne pas toujours regarder les quelques erreurs, les quelques manquements, les insuffisances que ces ONG, de s'inscrire dans un esprit de coaching et d'accompagnement. Nous avons également parlé du renforcement des capacités organisationnelles d'un point de vue financier. Vous avez vu, beaucoup d'organisations internationales, quand ils font des proposals, ils prennent des appuis institutionnels, souvent de
pour eux-mêmes, sans pour autant aussi donner des pourcentages à ces organisations locales. Parce que ce sont ces pourcentages de ressources qui vont permettre à ces organisations locales beaucoup plus autonomes et ça va leur permettre de mettre en œuvre leur plan stratégique sans pour autant se lier à des obligations d'un bailleur. Vous voyez un peu ces éléments sur lesquels nous pouvons, pour nous, sont des suggestions qu'on pourrait faire dans un esprit de localisation. Vous voyez, c'est le développement du capital humain de nos organisations locales qui est important. Tant que ce n'est pas fait, ça va être très difficile. Vous allez voir même au niveau de nos instances, par exemple la CEDEAO et l'UMOA, on est en train de demander à nos États d'aller vers le développement du capital humain. Tant que ce capital humain n'est pas développé, nous ne pouvons pas garantir un transfert véritable de compétences, de pouvoir et même assurer une gestion saine des ressources. Vous voyez, voilà un peu quelques idées que nous avons bien voulu réfléchir avec Denis, tout en gardant à l'esprit l'analyse du contexte. Vous voyez, aujourd'hui, ces ONG internationales qui amènent des expatriés qui nous coûtent excessivement cher, qui ne permettent pas à ces ONG de bénéficier des ressources. À ce niveau, on avait également estimé qu'il est important que d'amener les expatriés dans ces ONG avec des budgets énormes, de faire des placements de ces compétences dans les ONG internationales, dans les ONG locales. Nous avons vu certaines organisations qui le font déjà. On peut prendre une compétence d'une ONG internationale et le placer dans une ONG locale pour qu'ils puissent les accompagner afin qu'ils deviennent beaucoup plus performants, que d'amener des expatriés qui vont coûter excessivement cher. Denis, tu peux continuer, s'il te plaît? Oui, merci Ilias. Moi, pour conclure, parce que je vois que le temps file, je pense qu'il faut, et ça a été dit par les groupes précédents, hein, le constat est que les structures locales n'ont pas accès suffisamment à des formations qui permettraient vraiment ce transfert de pouvoir. Ces formations, elles doivent être faites sur mesure pour ces organisations locales. On parlait des langues tout à l'heure. Maintenant, il y a des possibilités, effectivement, une réflexion doit avoir lieu. L'accès est aussi limité, évidemment, par les fonds de ces organisations. Ces formations doivent être disponibles peut-être à des coûts très faibles pour ces organisations. Et ces formations, elles doivent aussi renforcer le leadership, pas uniquement la mise en œuvre des activités, mais bien le leadership de ces structures. Et il y a un travail à faire là-dessus. Merci. Michael? Merci Denis. Je vais passer la parole, comme ça fait un moment qu'on ne les a pas entendus, à Justine et Yann. Mais avant cela, je vais aussi inviter les autres panélistes, si vous voulez, à commenter ce que vous avez entendu de chacun des autres binômes. Donc, n'hésitez pas à lever la main et on va vous faire parler. Mais d'abord, je vais juste voir si Justine et Yann, vous avez des choses à compléter, pardon, à rajouter. Justine? Non, je pense justement que ça peut être intéressant de la part des autres panélistes de prendre la parole parce que le renforcement des compétences est revenu dans une grande majorité des questions dans le Q&A. Donc, Mbaye, je vais peut-être te laisser la parole. Je suis sûre que vous avez des choses à compléter. C'est vraiment quelque chose de central dans tous ces aspects de localisation. Je t'en prie. Oui, merci Justine. Oui, je pense que c'est une question vraiment centrale et c'est quelque chose qui revient souvent. J'ai commencé à répondre au niveau des QNR, mais je pense qu'il y a un aspect fondamental qu'il faudra prendre en compte. Aujourd'hui, on ne peut pas parler de localisation sans pour autant peut-être parler de co-création. Et si on parle de co-création, nécessairement, donc, il y a cet aspect-là de renforcement. Donc, ça veut dire quoi? On sort carrément
donc du classique pour dire oui, pour besoin de renforcement en communication, ainsi de suite, mais de voir ensemble, que ce soit les organisations internationales et les organisations locales et nationales, comment faire pour travailler ensemble et développer quelque chose de concret. Et en même temps que l'on développe, donc ça devient quelque chose de renforcement, donc disons de capacité. Et au fur et à mesure, donc ce transfert de compétences-là se fait. Et n'oubliez pas, au niveau de la coordination, on avait parlé donc de l'identification, on avait aussi parlé donc de ces TDR formels pour essayer d'identifier concrètement quels sont les besoins. Chaque organisation, on l'a entendu tout à l'heure, internationale, a quand même cette responsabilité-là, quoi que l'on puisse dire, de pouvoir gérer ce renforcement de capacité, de veiller à ce qu'aujourd'hui, quel est le besoin de l'organisation. Il y a des ONG qui sont vraiment en avance sur cet aspect, qui mènent des évaluations avant de travailler avec une organisation nationale ou locale, de voir quel est le besoin réel et de l'accompagner en ce sens. De la même manière, par rapport au financement, donc là aussi, il faut dire qu'il y a des initiatives. Aujourd'hui, les bailleurs ou les partenaires financiers sont conscients quand même des coûts par rapport à la mise en œuvre, que ce soit avec les organisations internationales, comme l'a souligné aussi tout à l'heure Ilias, par rapport donc aux coûts, donc disons de personnel, alors que les activités sont là, les besoins sont de plus en plus énormes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faudra des initiatives qui sont beaucoup plus centrées ou bien même localisées au niveau de ces organisations locales. Je prends par exemple l'exemple au niveau de OCHA, on a cette initiative-là avec le Fonds humanitaire qui vise spécifiquement les organisations locales. Donc, par rapport aux panoplies, c'est vrai, on peut dire que ce n'est pas grand-chose par rapport donc, disons, au mouvement, mais si on voit ces initiatives-là que OCHA a fait, que aussi des partenaires financiers comme ECHO et j'en passe aussi font pour localiser vraiment l'intervention au niveau donc, de ces différentes organisations, ça peut faciliter donc disons tout ce qu'on a eu à souligner par rapport à l'intégration, par rapport à la mise en œuvre réelle et au renforcement des compétences. Donc je ne vais pas tirer en longueur, je vais laisser mes collègues quand même compléter par rapport à la présentation. Je vais essayer de survoler les questions et de répondre sur lesquelles j'ai des réponses. Voilà, merci. Merci Mbaye. Thomas, tu avais la main levée aussi, puis Yann, puis Momo. Mais ton camarade est éteint, si tu peux revenir. Camarade. En attendant Thomas, on va passer à Yann. Oui, merci. Sur effectivement le point crucial de la formation et du renforcement des capacités, une nouvelle fois, il faut faire très attention aujourd'hui de bien voir que l'accès au renforcement des capacités est encore réservé, on va dire, à une élite nationale, hein, ceux qui sont les plus visibles au niveau des forats. D'ailleurs, je pense que Franck a soulevé un petit peu cet enjeu-là, hein, Franck Menetel, d'IRC, dans le chat. Et que oui, aujourd'hui, il est important non seulement de parler de renforcement de capacité au niveau national, mais je reviendrai encore au niveau local, au plus proche des acteurs répondant sur le terrain. Et pour cela, alors, ce qui est important, on le sait pertinemment, c'est que le renforcement des capacités et la formation, ça nécessite quoi? Ça nécessite des moyens. Et que quelque part, le fameux plaidoyer, comme on aime l'utiliser le terme, de la part des ONG internationales auprès des partenaires techniques et financiers sur le financement du renforcement des capacités, ben, il n'est pas vraiment aussi au niveau qu'il devrait l'être. Et que quelque part, ce qu'il faudrait pousser réellement lors des différents forats auprès des PTF, c'est d'imposer, et ce n'est pas que pousser, c'est d'imposer aujourd'hui des lignes financières dédiées essentiellement à la formation et au renforcement des capacités, avec un conditionnel d'un pourcentage qui soit majoritairement réservé aux organisations nationales et locales, moyennant quoi le financement autrement ne sera pas assuré sur la formation ou le renforcement des capacités, pour pas que ce soit uniquement canalisé par les gros, canalisé au niveau des organisations internationales. Mais je pense qu'il y a quand même le nœud de nouveau, et malheureusement c'est toujours le nœud de l'argent, mais il faut absolument avancer sur un agenda, travailler en amont avec les organisations internationales qui peuvent porter cela et qui doivent le faire sincèrement.
et non pas en théorie et de façon technocratique, pour cela de créer vraiment des fonds de formation, de renforcement de capacité. Voilà, merci. Merci Yann. Momo, est-ce que tu veux rajouter? Tu avais ta main levée. Oui, merci bien, Michael. Je voulais réagir un peu par rapport à ce qu'a développé Ilias concernant le renforcement de capacité, notamment sur la question de l'octroi des frais administratifs, donc des frais support qui, je crois, constitueraient un élément fondamental dans le renforcement des organisations locales. Mais pourquoi je dis cela? Les organisations internationales arrivent avec des projets, peut-être à l'écriture desquels les organisations locales ont participé, mais malheureusement, lorsqu'il s'agit de se partager les fonds support, les organisations locales n'y ont pas droit. Alors que ce sont ces fonds qui peuvent permettre à ces organisations d'envoyer leur personnel, leur staff en formation. Et si ce n'est pas possible, il serait difficile de pouvoir résoudre cette question de renforcement de capacité. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi cela n'est pas faisable. Est-ce que c'est du fait des bailleurs de fonds? Ce que je ne crois pas. Dans ce cas, il faudrait que les organisations internationales essaient de revoir leur politique de sorte que les fonds support qu'elles reçoivent, qu'elles puissent les partager avec les organisations locales. Vous ne pouvez pas demander à une organisation locale de contribuer à la réalisation d'une action humanitaire sur la base de ses avoirs préalables et puis ne pas lui donner quelque chose pour pouvoir se supporter. C'est un peu difficile, c'est un peu ce que je voulais ajouter par rapport à ce qu'a développé Ilias tout à l'heure. Merci bien. Momo, passons à l'autre ONG locale nationale. Michel, que tu veux intervenir. Oui, merci. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes réflexions qui ont porté déjà sur le renforcement des capacités des staffs. Il y a un élément effectivement que même dans le chat qui revient chez beaucoup de personnes, c'est notamment la capacité même institutionnelle ou bien de gouvernance des organisations nationales. On est parfaitement d'accord que l'une des plus grandes faiblesses donc, des organisations nationales, c'est leur gouvernance. Ça, il faut le reconnaître. Et c'est pourquoi nous, dans notre réflexion, nous avions demandé que le renforcement de capacité, le plan de renforcement de capacité qui peut exister entre une ONG internationale et nationale ne soit pas seulement porté sur des thématiques de mise en œuvre d'activités, mais plutôt que ça porte sur l'institution organisationnelle. Pourquoi? Parce que si on fait effectivement un bon diagnostic, on discute avec le partenaire local, il va d'abord dire ses besoins, mais aussi l'évaluation doit permettre à l'ONG internationale de pouvoir détecter les différents domaines qui vont permettre à l'organisation d'être autonome et pouvoir effectivement compétir sur les domaines, c'est-à-dire au plan international et autres. Parce que l'ONG internationale a déjà l'expérience. Elle sait quels sont les leviers sur lesquels il faut travailler pour une organisation pour pouvoir effectivement se placer au Conseil des Nations. Donc, naturellement, le plan de renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles qu'on proposait, et on parlait de renforcement structurel, c'est vraiment dans ce sens. Et effectivement, je termine par cet aspect aussi. Il ne faudra pas seulement qu'on jette tout l'anathème sur les ONG internationales. La responsabilité serait aussi au niveau des ONG nationales. Il y a un travail à faire. Il y a certaines capacités qu'on peut avoir sans avoir besoin qu'on nous les apporte. Et nous devrions travailler aussi à pouvoir donner une très belle image des ONG nationales. Nous devrions pouvoir démontrer nos capacités et expliquer et même faire comprendre à tous ce dont nous sommes capables. Donc parfois aussi, il y a ce pan qu'il faudra travailler pour les ONG nationales et ne pas attendre tout de l'ONG internationale parce que nous avons aussi des choses à apprendre aux ONG internationales. Et à Tintois, où je travaille, nous avions dans certains partenariats proposé aussi des actions de renforcement de capacité. Dans certains projets, nous avions proposé des domaines où c'est nous exclusivement qui conduisons et c'est nous qui renforçons les capacités du personnel de l'ONG internationale pour pouvoir conduire certaines activités. Donc, nous avons aussi de la valeur ajoutée. Il faudra qu'on soit plutôt dans un partage mutuel et ce sera peut-être ça aussi la localisation. Merci Michel. On va justement, en écoutons maintenant la réaction de nos ONG internationales avec Fanta, l'action contre la faim.
Merci beaucoup, Michael. Moi, je vais juste ajouter sur les points que Michel a mentionnés qui sont très, très importants. Il faut que nous puissions valoriser de plus en plus l'expertise qui déjà est en place au niveau de ces ONG locales. Je pense que souvent, les organisations internationales viennent avec certains préjugés et croient que ces ONG nationales n'ont pas vraiment beaucoup d'expertise ou bien beaucoup de capacité à mettre en place dans cette stratégie commune de renforcement des capacités. Donc, je pense que ce que Michel a dit est très, très important. Et l'autre point, c'est assurer le suivi de ces formations. Parce que certes, c'est très important de mettre en place des catalogues, de faire l'évaluation des besoins, voilà, de mettre en place une stratégie de renforcement des capacités. Mais le plus souvent, après, on ne fait pas le suivi. Donc, si on ne fait pas le suivi, on ne peut pas aussi réajuster au fur et à mesure l'évolution de ces besoins en termes de renforcement des capacités. Donc, je pense qu'il est important dans cette mise en place de stratégies de formation d'inclure aussi tout ce qui est suivi, évaluation et capitalisation pour faire vivre et rendre plus dynamique vraiment toute cette stratégie de renforcement des capacités. Merci. Merci, Fanta. Je crois que Thomas, il avait la main levée, mais je ne sais pas s'il est encore avec nous et je voyais qu'il devait partir. Donc, je vais repasser la main à Justine, si tu avais quelque chose à ajouter à ce stade. Je pense qu'on peut. Merci beaucoup pour tout ça. Et je vois qu'il y a encore énormément de questions, de réflexions dans le Q&A qui vont malheureusement sans doute rester sans réponse et sans retour aujourd'hui. Mais je pense que c'est peut-être bien, Rachel, je te laisse la parole peut-être pour conclure. Merci beaucoup. Si tu me permets, Michael, alors. Bon, je vais dire un énorme merci à tout le monde. Comme Justine dit, on sait qu'il y a pas mal de bonnes suggestions pertinentes, spécifiques qui ont été mises dans le chat et on va prendre le temps avec les panélistes après ce webinaire pour regarder toutes les suggestions et réflexions et penser à la discussion qu'on a eue aujourd'hui. Et pardon encore de ne pas avoir pu répondre déjà à toutes les questions. On va vous partager ensuite les discussions et toute la liste de propositions d'action qui ont été partagées aujourd'hui. Ce n'est pas la fin de ce partage et de cette discussion. Ce qu'on propose faire, c'est une fois que nous avons ces propositions, on va partager cela avec les bailleurs de la sous-région et du monde, et ainsi qu'avec les forums de coordination au niveau national et local quand ils existent, avec ces recommandations concrètes pour pouvoir entamer la discussion dans le futur. On va aussi organiser une prochaine webinaire où peut-être on pourrait avoir une discussion avec plus de bailleurs et de membres des forums de coordination pour pouvoir poser des questions et voir leur retour sur ces recommandations. Donc, n'hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé de participer dans ces prochaines discussions en tant que panéliste ou bien en tant que participant. Et n'hésitez pas non plus à nous faire parvenir si vous avez d'autres propositions concrètes à inclure dans la suite de ces discussions. Donc, encore une fois, un énorme merci à vous tous pour vos interventions. Ce n'est pas un sujet facile, sinon on aurait déjà réussi. Mais je crois qu'avec toutes ces suggestions, on a une petite feuille de route, enfin une énorme feuille de route, mais un petit pas vers plus de leadership humanitaire local. À toi, Michael. Merci, Rachel. Je voudrais remercier aussi tous nos participants. Et aussi Yann, bien évidemment, qui a joué un très bon rôle
commentateur co-chair avec nous. Merci Yann de Bioforce. Et juste un petit rappel des informations partagées au début, pour ceux qui les ont ratées. Yann a parlé de la conférence pour fêter les 40 ans de Bioforce qui aura lieu à Dakar en mois d'octobre. Donc, plus d'informations sur le site web, sûrement de Bioforce très prochainement, où ils vont avoir une conférence qui parlera également de la localisation. Justine a partagé aussi le lancement de nouvelles formations qui s'appelle le programme de leadership en situation de crise, avec la première version la première édition qui commencera à la fin du mois de juillet, avec quelques jours intensifs qui aura lieu à Dakar même. Donc, plus d'informations sur le site du CHL. Et vous trouverez aussi toutes les informations qu'on a partagées, notamment sur le leader humanitaire, notre publication mensuelle, sur notre site web, mais aussi sur la page du site web où on va partager cette présentation, cette vidéo, enregistrement de cet webinaire qui sera disponible sur le site web et on va vous envoyer le lien donc très peu de temps après ce webinaire. Il y aura aussi un lien audio. Quand vous écoutez beaucoup plus de podcasts, c'est plus facile d'écouter que de regarder un webinaire qui a duré presque 2 heures. Donc, fascinant. Vous pouvez retrouver tout ça en version audio aussi sur cette page-là qu'on vous partagera. Et la version vidéo, ce sera aussi sur le channel YouTube du CHL. Voilà, merci encore à tout le monde. À très bientôt pour les prochaines discussions. Et bonne journée, bonne soirée, où que vous soyez. Au revoir.